Bon, bah, rebonjour à tout le monde. Merci aux quatre participants de la table ronde. Donc en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est de discuter des conséquences de l'inflation sur les différentes branches d'assurance et de voir un petit peu quels sont les impacts en termes de stratégie ERM, parce que faut pas oublier que c'est pas qu'une journée d'actuariat, c'est aussi une journée ERM. Et donc du coup, l'idée, c'est de voir comment dans les organismes assureurs, on va adapter la stratégie ERM, les politiques, peut-être les stratégies de transfert de risque. Et puis évidemment, sur le marché de l'assurance, on travaille sous l'autorité de tutelle. Et donc l'objectif, c'est aussi d'avoir le regard de la CPR sur les attentes face à un contexte inflationniste compliqué, les conséquences qu'on a pu déjà voir ce matin au travers des différentes interventions. Ça nous donne l'exemple des différents sujets qu'il va falloir suivre quelque part, soit au niveau micro au sein des organismes, mais aussi au niveau de la place et du marché, avec des problématiques de stabilité peut-être financière, des problématiques aussi de protection du consommateur. Donc ces différents sujets qu'on va aborder au cours de la table ronde. Alors on va travailler autour de trois parties. Les trois parties, la première, ça va être de discuter finalement comment l'inflation impacte au travers d'effets directs et d'effets indirects les branches d'assurance. Ce matin, Philippe Taffin a déjà fait une première illustration. Il y a peut-être une vision différente chez les uns et les autres. Donc on verra ça avec nos intervenants. La deuxième partie, ça va être de discuter des attentes ou en tout cas des recommandations qui pourraient venir de la CPR, de voir comment l'inflation pourrait être traitée au niveau du marché et quels seraient les sujets sur lesquels il faudrait porter peut-être un regard plus intense. Et puis la troisième partie, on discutera de RM et de discuter justement des adaptations des stratégies. Alors, mes quatre intervenants sont, alors je vais faire par ordre, je vais commencer par Vladislav. Donc Vladislav Grigorov est Chief Risk Officer de Swiss Life France. Florence Aurélie est DGA Finance et Performance du groupe Apicil. Marie-Catherine Sarodi est DGA en charge du pilotage économique au sein de Cardiff IARD. Et puis Raphaël Goran, à côté de moi, qui est adjoint à la direction études et analyse des risques assurances au sein de la CPR. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors c'est une table ronde, ce n'est pas un exposé didactique, même si on va essayer de faire preuve de pédagogie, c'est important qu'il y ait des échanges et pour le coup on ne va pas faire les questions à la fin, c'est vraiment s'il y a des questions au fur et à mesure des interventions, des sujets qui vont être mis, il ne faut pas hésiter à lever la main. Samuel, tant pis, tu es obligé de courir à droite à gauche avec un micro, mais voilà. Mais je pense que c'est important parce que l'idée c'est vraiment ça, et encore une fois ce matin je le disais, c'est aussi vos retours d'expérience parce que en débriefant un peu des interventions de ce matin, ce qui pouvait être dit, finalement, les points de vue sont différents. On n'observe pas chez les assureurs ou chez tous les assureurs ou organismes d'assurance les mêmes problématiques. Et donc, ce n'est pas aussi standardisé que de dire l'inflation a tel impact et ça aura telle conséquence demain. Il y a des subtilités, il y a des composantes de marché qui sont différentes ou des structures de portefeuille. Donc, du coup, ça, c'est important. Faites-nous part de vos constats et puis réagissez surtout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite par la première partie. On va faire un peu là, pour le coup, on va être un peu didactique, un peu pédagogique sur les conséquences de l'inflation sur les branches d'assurance. Et on va démarrer peut-être par Vladislav sur la partie épargne. Alors, il y avait un petit slide qu'on voulait passer. C'est le seul. Super. C'est le seul graphique. On a un seul graphique qui d'ailleurs a été fait par l'ACPR. C'est pour vous dire à quel point on a travaillé en amont de la préparation. Ce graphique est intéressant. Alors parmi vous, il y a beaucoup de gens qui connaissent, donc ça va être des banalités, mais pour des personnes qui travaillent en non-vie, il est intéressant. Alors là, je vais me focaliser surtout en assurance vie et plutôt en assurance épargne. Et quand on parle d'inflation en assurance épargne, il faut se rendre compte qu'en réalité, on ne va pas tellement parler d'inflation, on va beaucoup parler de taux sans risque. En effet, quelle est la valeur de proposition, enfin, la proposition de valeur, donc de value proposition, comme on dit, de l'assurance vie, c'est de fournir un taux servi qui, si possible, dépasse l'inflation. Et en tout cas, l'assuré va avoir comme référence pas seulement l'inflation, mais le taux sans risque, puisque c'est une opportunité d'investissement par ailleurs. Et en fait, ce graphique-là, quand on le regarde aujourd'hui, il paraît extrêmement clair, alors que si on avait fait la même conférence je ne sais pas, en 2013, on aurait dit certainement des choses très différentes. En fait, prenons par exemple le fonds euro. Historiquement, dans les années 90, début des années 2000, c'est rien d'autre que grosso modo un taux sans risque avec un petit peu d'actions et d'autres investissements pour augmenter le rendement. L'assureur prélève un chargement et puis
délivre le reste au client en tant que taux servi. Et puis, introduction des unités de compte plus tard pour améliorer le rendement, mais par contre, il n'y a pas de garantie. Voilà, c'est un peu ça la proposition de valeur. Donc, c'est une espèce de produit qui est un mix entre un produit avec des garanties et plutôt un rendement faible, donc la partie euro, et une partie unité de compte qui a un rendement espéré plus élevé, mais il n'y a pas de garantie, donc risque plus élevé. Toutefois, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Les taux ont baissé. Alors ça, en soi, ça s'est avéré plutôt quelque chose de positif pour le fonds euro. Vu d'aujourd'hui, on se rend compte, bien que des conférences à l'époque, en 2013 et 2014, disaient « mais baisse des taux, qu'est-ce qu'on va faire ?» Pourquoi ça s'est avéré quelque chose de positif? Parce que si on pense à un assureur vie, et l'idée ne vient pas de moi, mais de quelqu'un qui est dans la salle, on peut prendre, par exemple, ici, vous avez les taux de revalorisation qui sont en bleu, qui sont toujours très élevés, en tout cas historiquement beaucoup plus élevés que le taux du livret A, que l'inflation moyenne, la courbe en gris, et puis que l'OAT 10 ans. Alors, l'OAT 10 ans en orange, ce n'est pas un taux sans risque, mais bon, grosso modo, on peut dire c'est un taux sans risque plus un spread petit. On peut se dire, mais comment c'est possible cette configuration historiquement? La réponse est très simple, c'est que les obligations qui ont permis de servir ce taux de revalorisation par les assureurs vie ne sont pas celles de 2015-2016, mais sont celles qui ont été achetées 10 ans ou 15 ans avant, quand les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc si vous tracez une courbe qui est une courbe de l'OAT avec une moyenne mobile de 10 ans, vous prenez les 10 dernières valeurs de l'OAT, vous faites la moyenne, qui n'est pas tracée ici, parce que, comme je l'ai dit, c'est un tableau de l'ACPR, un graphe de l'ACPR. Vous allez voir qu'en fait, pourquoi 10 ans en moyenne mobile? Parce que c'est un assureur vie, vous pouvez vous dire de manière un peu stylisée, il a une duration d'actifs de 10, chaque année il renouvelle un dixième de son portefeuille. Dixième. Et donc vous allez voir que cette moyenne mobile, en fait, elle va être pas loin, ou va être légèrement supérieure au taux servi. Et c'est ça qui explique, en fait, historiquement, pourquoi il y avait un intérêt pour le fonds euro, parce que systématiquement, on pouvait servir plus que l'OAT, puisqu'en réalité, il y avait une mutualisation entre les différentes générations des assurés. Ça, on le savait, mais c'est que maintenant qu'on voit en perspective historique à quel point ce point était significatif. Et donc, le point particulier de la situation actuelle, sa singularité, ce n'est pas tellement la variation des taux, la hausse des taux de 300 bips depuis plus d'un an, parce qu'il y a eu des hausses similaires historiquement. Ce n'est absolument pas le niveau des taux sans risque. Alors évidemment, je fais toujours le raccourci taux sans risque et inflation, puisque en fait la hausse des taux n'est rien d'autre que la réaction des banques centrales pour lutter contre l'inflation. C'est pas ça non plus. Ce qui est unique, en fait, c'est que cette hausse intervient après une période très prolongée de baisse des taux, où systématiquement le fonds euro a permis d'avoir un rendement supérieur au taux sans risque à l'instant T, et que maintenant, la proposition de valeur du fonds euro et peut-être des unités de compte doit changer, puisque ça ne peut plus être le même mécanisme. Je ne sais pas si vous avez des questions, comme David l'a dit, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, mais ça me semblait être important de rappeler ce point de départ. Florence, peut-être un complément sur la partie épargne, avec le point de vue d'Apicil. Oui, alors je ne sais pas comment je raccroche. Bonjour à tous. Par rapport à ce qui a été décrit, nous, on a pris une position un petit peu différente. Alors peut-être parce qu'on a une clientèle différente, un petit peu patrimoniale. Donc dans cette... là, on n'a que quelques années, mais la même courbe sur 30 ans, c'est effectivement très impressionnant. On parle de très très haut. Effectivement, le miracle qu'a décrit Vladislas, c'est que pendant des années, on a pu servir un taux plus haut que le taux en vigueur, en se rémunérant et en couvrant les frais généraux. Et donc quand on arrive à zéro, effectivement, et on anticipait un scénario à la japonaise, c'est-à-dire de rester très très bas ou négatif, on voit bien qu'on ne peut plus faire de fonds euro parce qu'on ne peut rien servir, il n'y a plus de promesses, on ne peut pas se rémunérer et on ne peut pas couvrir les frais généraux. Donc assez tôt, s'agissant surtout aussi de clientèle patrimoniale, on a pris un mouvement de diversification vers les unités de compte. Et donc l'équation est un peu différente parce qu'on a
le fonds euro, qui est un fonds parmi les autres, mais qui n'est plus le fonds dominant. Aujourd'hui, on a une collecte qui reste à 80% en UC, on a des encours où on est à plus de 50% en unité de compte. Donc je pense qu'on y reviendra pendant la table ronde, mais du coup, on a organisé la décollecte des fonds euros depuis un certain temps, donc on n'est pas confronté à la même problématique puisqu'on a nous-mêmes organisé cette décollecte. Est-ce que derrière, ça veut dire pour la partie épargne une adaptation des stratégies de distribution, voire de la rémunération des réseaux pour inciter... En fait, moi je ne parlais pas spécifiquement de Swiss Life, puisque nous avons, je pense, encore meilleur taux d'unité de compte que vous. Mais je parlais en général. Je parlais en général. Mais en fait, il faut voir les choses de manière un peu, alors c'est un mot qui est mis à toutes les sauces, mais un peu holistique, c'est-à-dire quel est le point de départ de l'assureur par rapport à sa stratégie, effectivement, comme tu l'as mentionné, par rapport à sa distribution, quel incentive il faut donner, mais aussi par rapport à sa richesse initiale. Parce que, en fait, les choses vont changer dans quelques années. S'il y a plusieurs années de taux à peu près à 3%, on pourrait imaginer des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas de fonds euros qui relancent le fonds euro. Parce que là, pour le coup, il n'y aura plus le sujet du legacy, de l'historique à gérer, mais on pourra redémarrer. Et donc tout dépend, il peut y avoir plein de cas de figure possibles et imaginables. D'ailleurs, ce sera un peu le leitmotiv, c'était qu'il faut analyser ça de manière globale et pas regarder que le fonds euro, la partie unité de compte aussi, la distribution, la richesse initiale. Est-ce que vous utilisez un peu de richesse initiale pour relancer un fonds euro ou pas, comment ça se situe. Un banque assureur, par exemple, aujourd'hui, pour prendre quelqu'un qui n'est pas... c'est compliqué parce qu'eux, ils sont en situation aussi d'avoir à la fois des produits d'épargne et à la fois des produits bancaires. Donc, comment on évite la cannibalisation? Voilà. C'est une approche un peu holistique et globale qu'il faut adopter et trouver l'axe stratégique qui est spécifique à l'entreprise. Pour répondre plus spécifiquement vis-à-vis des réseaux, je crois que ce n'est pas forcément une question de rémunération, puisque on a bien un contrat global et des encours qui se maintiennent globalement. Après, c'est aussi une question de cohérence dans le discours commercial, puisque les unités de compte, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et donc, c'est bien durablement d'avoir convaincu les réseaux qu'il fallait diversifier. Et je pense quand on fait du risk management, la diversification, c'est quand même un basique. Donc, on a convaincu les réseaux de diversifier. Et donc, c'est très délicat aujourd'hui de leur dire stop, arrêtez, il faut faire de la collecte en euros, puisqu'on a vu ce matin que, aussi globalement, tout le monde s'attend à une période transitoire. Et donc, pour moi, les deux mots qui priment aujourd'hui, c'est quand même incertitude de jusqu'à quel niveau les taux, puisque la conséquence de l'inflation en épargne, c'est effectivement les taux d'intérêt. Donc, c'est jusqu'à quel niveau et surtout pendant combien de temps. Parce qu'on ne change pas pour voilà, un contexte qui changerait pendant 2-3 ans. On ne peut pas changer du jour au lendemain un discours commercial et dire 3 ans après, finalement, on retourne sur les unités de compte. Donc, il y a un moment où il faut être relativement fin et subtil et essayer d'inventorier les moyens dont on dispose pour faire face à ce qu'on pense être aujourd'hui une phase transitoire. Je ne sais pas si tu veux... Peut-être encore une question sur la partie épargne, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des remontées, alors via le réseau ou en direct, des épargnants, des inquiétudes sur le fait que l'épargne augmente, que la valeur peut-être de leur épargne pourrait en valeur réelle diminuer? Est-ce que ça commence à remonter quelque part en termes d'inquiétude de la part des épargnants? Je ne sais pas comment on qualifie l'inquiétude. Après, il y a les réseaux qui se font aussi leur porte-parole. Moi, j'ai vu 2 personnes du réseau. Je leur ai demandé est-ce que c'est un problème, les fonds euros, le taux un peu bas. Alors, le cri du cœur, c'était oui. Et puis finalement, c'était 2 responsables d'agences qui avaient des agences très différentes. Et en réfléchissant, il y en a un qui me dit finalement non, parce qu'on fait quasiment que de l'UC. Et l'autre qui me dit finalement
pas vraiment, c'est pas le taux. J'ai une clientèle âgée. Et puis finalement, il y en a quelques-uns qui sont allés sur le livret A, marginalement. Puis finalement, ils sont âgés. Donc la question, c'est le remploi en cas de décès. Et donc à la réflexion, j'ai plutôt compris que c'était pas une préoccupation majeure sur un type de clientèle qu'on peut avoir aujourd'hui dans un réseau propriétaire, plutôt haut de gamme. Il y a actuellement, alors on n'a pas de slide, hein, donc il faudra... Mais actuellement, des études intéressantes qui comparent le même sujet entre les pays de l'Union européenne. Et on voit bien que les produits d'épargne sont assez différents d'un pays à l'autre. Alors en France, plutôt des produits qui sont avec peu de... ou pas du tout de pénalité de rachat, mais qui sont distribués effectivement, comme tu l'as décrit. Et il y a d'autres pays où il y a des pénalités de rachat, par exemple, ce qui change beaucoup la donne. En même temps, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont des portefeuilles obligataires extrêmement longs, beaucoup plus longs que les assureurs vie en France. Et pour eux, la question se pose d'autant plus puisque l'intégralité de leur portefeuille a un moins-value. Tout ça pour dire qu'effectivement, il peut y avoir une diversité entre les pays et au sein d'un pays comme la France, différence entre les assureurs. Après, le comportement des assurés dépendra aussi des opportunités qu'ils ont par ailleurs. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que la courbe est inversée en plus des taux, ce qui fait que des produits très courts peuvent être très, très attractifs, mais il y a le sujet fiscal et puis c'est une anomalie transitoire. Donc, Merci. Peut-être sur la partie épargne, est-ce qu'il y a une question ? Cherchez le micro. Oui, une question par rapport aux visions du comportement des assurés. Donc, on se pose la question, est-ce que vous voyez les assurés, notamment des fonds euros, des fonds généraux, actifs en termes de rachat, ou vous voyez plutôt une réorientation de l'épargne justement sur d'autres supports qui seraient plus rémunérateurs à court terme en termes de risque? Alors, à date, globalement, je crois que ça a été signalé aussi ce matin, il n'y a pas de mouvement de rachat. On observe nous-mêmes plutôt des rachats qui diminuent, mais comme les encours s'arbitrent, quand je parle des rachats sur les fonds euros, hein, évidemment. Après, on avait un mouvement d'arbitrage aussi un peu organisé, puisque les sorties, il n'y a pas que les rachats, il y a éventuellement les arbitrages, où il peut aussi y avoir un petit peu moins de collecte. Donc, on a plutôt une collecte qui est un petit peu moins dynamique sur les fonds euros aujourd'hui. Après, on essaye, nous, de stopper un petit peu ou de ralentir ce qui était très volontariste sur les arbitrages je pense qu'on le réévoquera plus tard sur les actions qui sont menées de lever un petit peu le pied sur la politique de décollecte des fonds euros. Je crois que c'est un peu tôt aujourd'hui. Hein. Tout le monde a annoncé ces taux servis il y a très peu de temps. En général, voilà, il y a éventuellement des mouvements ponctuels. Puis je crois qu'il y a aussi des inquiétudes peut-être sur certains supports type immobilier qui à minima arrêtent d'augmenter. Enfin, il y a pas mal de choses à observer aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mouvement franc parce que c'est beaucoup trop tôt, je pense. S'il devait y avoir quelque chose, mais il n'y aura peut-être rien du tout. Merci. Il y avait une question. Merci. On comprend qu'effectivement, il y a un effet inertie à la fois des taux servis et puis forcément de la réaction des souscripteurs et des assurés. Est-ce que, à votre sens, aujourd'hui, le risque de rachat conjoncturel est correctement pris en compte dans les modèles? Est-ce qu'on est en surestimation, sous-estimation de ce risque-là aujourd'hui? Alors, c'est une question pour la CPR. Est-ce que oui, j'allais faire une blague, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé, en disant qu'on ne peut rien dire, puisque nous avons un représentant de la CPR.
Mais vous pouvez avoir un avis sur la question. Non, mais pour en dire quelques mots, et puis après, effectivement, mes collègues de la profession pour en rebondir. En France, il y a effectivement une pratique de marché dans les modèles. Alors, je parle ici des modèles sur le plan prudentiel, pour tout ce qui est Solva 2, qui est la loi des ONC, qui effectivement modélise des rachats conjoncturels qui peuvent être assez importants, puisqu'on peut atteindre de 20 à 40% de rachats sur un portefeuille sur une année, dans la projection de rachat justement dynamique. Cette loi, elle est effectivement assez largement établie sur la place. Elle est utilisée par la grande majorité des acteurs, et par ailleurs la CPR a communiqué un certain nombre de fois sur le fait qu'il était très souhaitable de l'utiliser, à défaut d'avoir une vision statistiquement, on va dire, plus juste, notamment parce qu'on sort concrètement, comme ça a été dit, d'un long contexte de baisse des taux, avec une homogénéité assez forte finalement sur les rendements qui étaient proposés par les assureurs. Et de cette homogénéité très forte, finalement, les niveaux de rachat qu'on a pu observer au cours de ces 10-20 dernières années ont toujours été très contenus. Pour l'instant, c'est effectivement ce qu'on voit aussi, ça reste parfaitement contenu aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les assureurs disposent a priori de peu de données pour calibrer quelque chose pour les modèles prudentiels qui soient, disons, plus pertinents, ou en tout cas plus robustes statistiquement et aussi prudents que la loi des ONC telle qu'elle est utilisée. Après, la loi des ONC, elle repose aussi sur d'autres critères, puisqu'on a des modélisations de taux attendus par les assurés, et puis de taux servis. Et donc cette question du taux attendu par les assurés, le nouveau contexte économique aussi a un impact, dans la mesure où historiquement on était plutôt sur un benchmark qui représentait le taux servi par les compétiteurs. Aujourd'hui, comme ça a été dit, la question de l'inflation ou des taux court terme, les dépôts à plus court terme peuvent faire office aussi de concurrents sérieux face à l'assurance vie. Donc il y a des questions qui peuvent se poser de ce point de vue-là. Merci. Alors, un deuxième regard qu'on peut porter, c'est de regarder du côté de la prévoyance, et notamment de la prévoyance collective. Où est-ce que peuvent être les effets de l'inflation dans les portefeuilles de prévoyance collective? Florence? Oui, sur la prévoyance collective, donc peut-être pour rappeler rapidement de quoi il s'agit, c'est vraiment des contrats qui sont souscrits par les entreprises pour leurs salariés, qui comportent des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès. Et sont des garanties qui sont exprimées en pourcentage du salaire. Donc l'effet de l'inflation, il va y avoir un effet par construction qui est un peu protecteur. Les garanties augmentent quand les salaires augmentent, mais comme les primes sont aussi assises sur les salaires en pourcentage, donc ça c'est un mécanisme qui fonctionne plutôt bien pour protéger l'assureur. En revanche, on va bien avoir des mécanismes où, effectivement, il y a aussi une augmentation des frais généraux. Donc, s'ils ne sont pas en proportion de l'augmentation des salaires, et aujourd'hui, on a plutôt une inflation qui peut être supérieure, donc pas forcément les salaires, mais l'ensemble des coûts. Donc, ça peut créer des dérives de coûts. Mais le sujet se situe surtout sur la partie prévoyance, sur l'incapacité, l'invalidité, à deux niveaux. On a d'un côté un mécanisme sur les engagements, puisqu'il y a une attente en lien avec l'inflation, notamment pour les invalides, de revaloriser leur rente. Donc il y a un vrai sujet de devoir revaloriser plutôt en lien avec l'inflation, alors que les produits financiers ne sont pas au même niveau. Alors souvent, c'est à la main dans les contrats de la compagnie d'assurance sur décision du conseil d'administration, mais il peut y avoir des contrats qui sont souscrits ou négociés au niveau d'une branche professionnelle, où là, on va avoir des indices externes. Donc, c'est des indices qui ont souvent été peu ou pas revalorisés depuis des années, et notamment l'indice Agirc-Arrco, qui cette année prend 5,9, je crois, %. Donc, ces rentes assises sur cet indice sont revalorisées de manière très significative, avec un coût, puisqu'on revalorise l'ensemble des engagements, donc les provisions techniques globalement.
l'autre mécanisme qui contrebalance, effectivement, il y a en même temps une hausse des taux d'intérêt. Et sur l'invalidité, on a des règles de détermination du taux technique sur une moyenne 24 mois. Donc progressivement, on a un taux technique qui repasse de 0 à de l'ordre de 66 bips, je crois, et donc qui conduit potentiellement à dégager des provisions techniques. Donc là aussi, on a des masses importantes de résultats qui arrivent, qui permettent à court terme de financer des bouts de revalorisation. On se pose la question de comment on utilise ces fonds pour soit renforcer les fonds propres, soit éventuellement constituer des fonds de valo ou prévoir des provisions au cas où les taux éventuellement rebaisseraient. Et j'ai perdu mon idée, excusez-moi, et j'étais sûre. Comment on utilise les fonds. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis partie dans mon idée, j'ai oublié. Oui, pardon. Parce qu'en fait, David a rappelé qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'inflation et de taux. Et le mécanisme, effectivement, du taux technique qui remonte significativement, c'est que concrètement, on escompte des produits financiers futurs. Et donc, quand on se projette dans les business plans, c'est effectivement des produits financiers qu'on n'aura plus les années futures, puisque quelque part, on va reconstituer progressivement les provisions techniques avec un effet de désactualisation. Donc, on se crée du Mali mécanique dans les années futures. Donc, se pose vraiment la question de piloter aussi les comptes de résultats pour lisser éventuellement le résultat dans le temps et ne pas s'appauvrir trop l'année où les taux remontent. Merci Florence. Peut-être on peut passer sur la partie des risques de particuliers IARD, puisque finalement, il y a peut-être une mécanique qui est identique à celle de la prévoyance collective. Je ne sais pas, Marie-Catherine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces impacts ? Alors, pour commencer plus particulièrement sur les rentes, alors tout ce qu'a expliqué Florence s'applique aussi sur la partie rente assurance non-vie, avec une différence, c'est que ce sont des rentes indemnitaires, donc basées sur la capacité à la personne d'avoir une vie la plus proche possible de ce qu'elle avait avant, et avec souvent un délai considérable entre le moment où la personne a été blessée et le moment où on va décider du montant de la rente. Ça peut être plusieurs années, voire 15 ans et parfois plus pour des enfants en bas âge. Et donc, en dehors de l'incertitude qu'on a sur l'écart entre l'inflation et l'index qui va être utilisé et le taux d'intérêt qui va nous permettre d'actualiser la rente, il y a aussi l'incertitude sur le montant de cette rente en fonction de l'inflation qui va se passer sur les 10 années qui vont être avant décision du tribunal sur le montant de la rente. Donc ça complexifie pas mal la vie. Ça génère une incertitude supplémentaire qui est considérable, d'autant qu'il y a une forte inflation sur les corporels, notamment du fait des avocats et des décisions des tribunaux. Alors, pour revenir de façon plus générale sur l'assurance non-vie, en fait, je me suis aperçue en étant invitée qu'on parle relativement peu de l'inflation et des taux d'intérêt quand on parle d'assurance non-vie. On parle beaucoup de data science, de modèles de segmentation, comment on mutualise, comment on segmente, comment on identifie les bons risques, ceux qui risquent de résilier, etc., les fraudeurs. Et en fait, on parle très peu d'inflation, alors qu'en fait, c'est un sujet capital qui est au cœur du métier. Pourquoi ? Parce qu'on a l'inversion du cycle de production dont vous avez tous entendu parler et qu'on doit déterminer en amont le montant des sinistres qu'on va devoir payer dans l'année future et faire nos tarifs en fonction de ce montant des sinistres futurs. Et donc, la question qu'on se pose quand on fait les tarifs, c'est comment va évoluer la fréquence dans l'année qui vient, sur la période de 12 mois qui suit, et comment vont évoluer les coûts sur la période de 12 mois qui suit. Et donc, évidemment, quand on parle de l'évolution des coûts, on se dit qu'il faut qu'on ait une idée de l'inflation dans l'année suivante.
Alors à chaque fois, c'est l'inflation sectorielle, c'est-à-dire que ça dépend des risques sous-jacents, ce n'est pas l'inflation des prix à la consommation, mais toujours est-il qu'il faut qu'on fasse des prévisions. Alors, je n'ai pas préparé de slide, mais j'ai pris mes notes parce que je voulais vous faire part, du coup, j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, si on regarde les prévisions des experts, donc je suis retournée voir les prévisions de la Banque de France, donc sur l'inflation des années précédentes. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes chiffres que ceux qui sont là, parce que c'est une inflation harmonisée pour avoir une harmonie entre pays européens, mais je dirais l'idée est la même. Donc, je me suis placée à chaque fois en septembre pour l'année suivante, parce qu'au moins la Banque de France a l'avantage de se mouiller, c'est-à-dire de faire des prévisions, ce qui est quand même assez pratique. Donc, en septembre 2019, pour 2020, ils annonçaient moins 1,1. Et finalement, c'était 0,5. Donc, à peu près, ça fait quoi? Ça fait 1,6 d'erreur à la hausse, d'écart. Ensuite, entre septembre 2020 et en septembre 2020 pour 2021, ils annonçaient 0,6 et finalement, c'était 2,1. Donc un petit peu mieux, on va dire 1,5 d'écart. Ensuite, en septembre 2021 pour 2022, bon alors là, les pauvres, ça a été compliqué. Donc c'était 1,4 annoncé en septembre et ça s'est terminé à 6. Bon. Et alors là, en septembre 2022, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils annoncent pour 2023? C'est quand même intéressant. Donc là, ils en ont eu un petit peu marre de se tromper. Et donc, ils ont écouté notre économiste qui a fait l'intervention précédente et ils se sont dit, on va faire un intervalle. On va prendre des quantiles, on va faire un intervalle. Donc, ils annoncent entre 4,8 et 6,9. Donc, ça fait comme un bel écart, sachant que la certitude est effectivement très forte. Et puis, ils ont revu leurs prévisions en décembre à 6, et puis là, en mars, à 5,4. Donc, je me suis dit, bon, quand même des experts économistes, ils ont quand même une bonne marge d'erreur. Et donc, nous, quand on fait des tarifs, on n'est pas, déjà en général, on n'est pas des économistes. La majorité des gens sont des statisticiens, des data scientists, des actuaires, etc. Et on nous demande quand même de prévoir avec une certitude raisonnable quel va être le montant de l'inflation sur l'année suivante. Sachant qu'en assurance non-vie, on a des ratios combinés qui sont assez mauvais, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'est souvent pas très loin des 100%, on est dans les 97, 98, hors revenus financiers. Donc c'est aussi pour ça, en aparté, que les assureurs non-vie comptent sur les revenus financiers, parce qu'ils savent que ce n'est pas avec les résultats techniques qu'ils vont réussir à gagner de l'argent. Donc, d'où l'importance de l'allocation des actifs et de l'évolution aussi des taux d'intérêt pour les assureurs non-vie. Sachant que la corrélation entre actifs et passifs, elle est quand même plus faible qu'en vie, donc ça permet de prendre un petit peu plus de risques, bien évidemment en respectant l'appétit au risque, etc. Ça, on en reparlera après parce que là, ça vous concerne plus, parce qu'effectivement, il y a quand même toute une partie contrôle de l'appétit au risque qu'il va falloir faire derrière. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un enjeu capital, que c'est extrêmement compliqué. Donc si on reprend juste les dernières années en 3 minutes, on était relativement tranquille effectivement entre 2015 et 2019, même si en fait, si je prends l'assurance automobile qui est quand même un sujet simple, il y avait quand même des variations assez fortes parce que il y a aussi la stratégie des assureurs, des constructeurs automobiles qui jouent beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent vendre des véhicules pas trop chers et qui majorent beaucoup leurs pièces détachées, donc ça se ressent directement derrière dans nos coûts. Donc il faut aussi suivre la stratégie des constructeurs automobiles. Mais cela dit, c'était relativement prévisible. Et puis ensuite, en 2020, on a eu le Covid. Covid, ça s'est traduit en assurance auto par des très bons résultats. Pourquoi? Parce que les gens utilisaient moins leurs véhicules. Mais ça s'est traduit aussi par une intervention assez forte des associations de consommateurs pour dire les assureurs auto, ils ont gagné beaucoup d'argent, il faudrait qu'ils baissent leurs tarifs, etc. Enfin, donc une forte pression. Donc, ce qui fait que pour 2021, ça a été compliqué de faire passer des augmentations. Alors, chaque assureur a eu sa stratégie, mais globalement, les augmentations étaient proches de zéro.
Et puis, en 2021, il y a eu la pénurie, donc ce dont a très bien parlé Fabien juste avant, les conséquences sur la chaîne de valeur, donc pénurie de matériaux électroniques, pénurie de métaux, et donc ça a eu des conséquences importantes sur le coût des réparations. Et donc, il y a eu une inflation qui a été sectorielle, qui a été assez forte, qui a été beaucoup plus forte que l'inflation. Et on s'est dit en 2022, enfin on s'est dit d'une manière générale le marché, hein, je ne parle pas particulièrement de Cardiff, hein, c'est un peu ce qui s'est observé sur le marché. 2022, il y a toujours la pénurie, il n'y a pas tellement de raisons que les choses s'arrangent, donc l'inflation va continuer. Donc, les revalos tarifaires ont été plus importantes fin 2021 pour 2022. Et puis, en 2022, évidemment, crise de l'énergie anticipée par personne, enfin, guerre en Ukraine, donc avec le drame humain que ça représente, mais crise de l'énergie, donc pour conséquence anticipée par personne, cumulée à des fortes grêles. Donc, fortes grêles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont cabossés. Donc, si ils sont cabossés, il faut les décabosser, et ça, c'est les carrossiers, et les carrossiers ils consomment énormément d'énergie. Donc, explosion du coût des carrossiers, qui n'était évidemment pas du tout anticipé dans les prévisions de début d'année. Et donc, tout ça pour finir l'année, donc avec des résultats bien dégradés en assurance automobile, et avec toujours forte pression, cette fois du gouvernement, pour dire attention, il y a une forte inflation, il faut préserver le pouvoir d'achat des Français, hein, ce qui est évidemment tout à fait vrai, mais enfin qui est quand même compliqué pour nous, et en disant attention, il ne faut pas que vos augmentations dépassent l'inflation de 2023. Bon, alors ça nous arrange un petit peu parce que l'inflation de 2023, on la connaît pas, donc du coup, bon, ça permet quand même un petit peu de marge de manœuvre, mais toujours est-il qu'il fallait quand même, il y avait un message très clair des associations de consommateurs et du gouvernement pour que les augmentations ne soient pas trop conséquentes. Donc voilà, je termine là-dessus pour dire qu'effectivement, c'est un enjeu majeur. Ça joue énormément parce que si on varie de 2 points de ratio combiné, c'est énorme pour un assureur non-vie. Et donc, c'est un enjeu, c'est vraiment le cœur de métier. Et il y a en fait dans les compagnies d'assurance non-vie énormément de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà. Merci. Ce qu'on voit quand même au travers de l'échange qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a une compréhension des mécanismes sous-jacents de l'inflation et de la diffusion de l'inflation. Quand tu parles le coût, l'inflation, le carrossier, ça consomme de l'énergie, donc on voit bien en fait ces effets diffus. Est-ce que ça ne soulève pas une question de compréhension de la part des collaborateurs, notamment les plus jeunes qui n'ont pas connu l'inflation, voire même l'inflation à peine abordée finalement dans les parcours de formation? C'était quelque chose un peu, enfin qu'on ne le voyait plus. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous le voyez? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies particulières de formation pour expliquer comment on va piloter, quelles sont les conséquences de l'inflation? Ou est-ce que même il y a une demande peut-être de la part de vos collaborateurs sur le sujet? Alors, je vais peut-être commencer, puis je vous laisse la parole. C'est sûr qu'il y avait des réflexes qu'il y avait pour des plus anciens, donc qui travaillaient déjà il y a 10 ou 15 ans, qui sont perdus. On peut le prendre, là je parlais tarifs, on peut prendre provisionnement. Provisionnement, il y avait une pratique courante qui consistait à désinflater, on va dire, les triangles, faire les projections et les réinflater. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était beaucoup moins pratiqué. Et sur lesquels des jeunes collaborateurs ne vont pas avoir le réflexe de le faire et ne vont même pas l'avoir vu en cours ni à aucun moment. Donc il y a effectivement des formations à prévoir sur ces évolutions qui sont... Enfin, et en plus avec un changement brutal, parce que d'une manière générale, il y a énormément de méthodes actuarielles qui sont basées sur l'observation du passé qui permet d'anticiper le futur. Et quand il y a des ruptures comme ce qu'on connaît en ce moment, le passé ne reflète pas du tout le futur. Et donc, effectivement, il faut trouver des solutions alternatives. Et ce n'était pas le cas dans des périodes de taux assez linéaires ou même d'inflation pas forcément stable, mais avec une évolution régulière.
rejoins tout à fait Marie-Catherine sur les mêmes problématiques. Quand je parlais tout à l'heure du taux d'actualisation, ça impacte aussi les triangles de charge. Et il y a le même type de réflexe, même si le taux a atteint des niveaux très très bas que récemment, où il faut remettre en œuvre des mécanismes de ce type-là. Après, il n'y a pas non plus que des très jeunes ou des jeunes dans les compagnies. Et donc, il y a quand même des gens qui se souviennent de ça. Voilà. Moi, je pense qu'on peut être optimiste parce qu'en fait, toutes les personnes qui ont fait de l'actuariat savent que c'est une formation scientifique. Donc, elle ne repose pas uniquement sur l'expérience personnelle des étudiants. Et donc, je pense qu'ils sont suffisamment armés intellectuellement pour pouvoir savoir qu'il y a des situations inédites et qu'il faut réviser les outils et parfois les méthodes, comme cela a été dit. Donc, je pense qu'avec nos formations d'actuariat, on devrait être plutôt, plutôt bien. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on est rassuré. Une petite note optimiste. Merci. Peut-être, donc on va passer peut-être au deuxième angle, le regard de la CPR, parce que on a vu dans un communiqué de presse qui a été publié le 15 février 2023, la CPR a annoncé ses priorités de supervision pour l'année 2023 justement, et la hausse des prix, l'inflation, les conséquences de l'inflation sont un peu au menu du suivi des risques, de la surveillance du marché. Et du coup, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire quel est le regard porté par la CPR aujourd'hui? Ce à quoi les organismes assureurs peuvent s'attendre en termes de demande? Alors, je pense qu'effectivement, ça rejoint nos préoccupations en ce qui concerne l'inflation et l'impact que ça peut avoir sur notamment tous les sujets de provisionnement rejoignent les préoccupations de nos collègues de l'industrie. C'est-à-dire qu'à commencer par tout ce qui est branche non-vie, il y a effectivement un enjeu d'adapter les méthodes de provisionnement pour tenir compte des anticipations d'inflation, en particulier dès qu'on est sur des branches un petit peu longues, où là ça peut avoir des impacts significatifs. Donc, pas uniquement pour la tarification et sur le new business, mais aussi pour tout ce qui est sinistres qui sont provisionnés. J'ajouterais juste un mot là-dessus aussi sur l'importance d'utiliser aussi les bons indices en fonction les bons indices sectoriels en fonction des risques et en fonction du type de contrat, puisque effectivement l'inflation sur les salaires va pas être la même que l'inflation sur la carrosserie, sur les pièces en auto, etc., etc. Donc il y a effectivement un enjeu là-dessus aussi de connaissances et d'utiliser les indices les plus appropriés pour refléter au mieux les anticipations, tout en sachant que ces anticipations, elles peuvent aussi tenir compte des faits retour à une forme de moyenne, ou en tout cas à plus long terme. Puisqu'on parle d'indices, et c'était mentionné tout à l'heure également, il y a effectivement aussi il peut y avoir sur certains types de contrats donc des impacts sur des revalorisations de rente lorsque celle-ci aurait été indexée à l'inflation. Donc c'est effectivement le respect du contrat sur ce sujet-là qui peut être attendu, et également aussi le respect d'un provisionnement prospectif sur les évolutions qui pourraient être attendues, notamment pour tout ce qui est calcul de BE sous Solva 2. Effectivement, ce n'est pas uniquement les revalorisations passées, mais aussi les éventuelles revalorisations futures qui pourraient avoir lieu sur ces sujets-là. Ça, c'est pour ce qui est de la non-vie globalement et des préoccupations qu'on peut avoir sur le sujet. Après, sur la vie, comme le disait Vladislas précédemment, l'inflation, la hausse des taux sont finalement deux sujets qui sont très connexes et très liés. L'inflation en tant que telle, pour tout ce qui est épargne, n'a pas forcément énormément d'impact immédiat, on va dire, que ce soit sur les montants des provisions ou des garanties. On va plus effectivement avoir un impact de second ordre sur les revalorisations ou sur le comportement des assurés. Pour autant, il y a quand même un impact immédiat sur de l'inflation sur les branches vie en termes de provisionnement. C'est surtout ce qui va relever du provisionnement des coûts futurs.
donc la modélisation des coûts sous solvabilité 2. Alors, un certain nombre d'entre vous ne seront peut-être pas sans savoir que la CPR avait communiqué à plusieurs reprises par le passé, depuis assez longtemps, sur le fait que des modélisations par coût unitaire étaient souvent les plus appropriées pour modéliser les coûts futurs en épargne. Ça tombe bien, puisque un coût unitaire, ça se revalorise assez facilement de l'inflation. Le point d'attention là-dessus, en revanche, serait plutôt sur le fait que pendant un certain nombre, au cours de ces dernières années, on pouvait observer des pratiques qui pouvaient être assez hétérogènes en termes de projection de l'inflation, avec certains acteurs qui pouvaient utiliser des inflations flat à 2%, par exemple, qui correspondaient aux cibles long terme BCE, ce qui pouvait apparaître comme étant quasiment prudent par le passé. On peut, je pense, considérer effectivement que l'utilisation d'indices d'inflation peut-être plus market consistent, avec des anticipations d'inflation, des effets de retour à la moyenne, etc., peuvent être préférables à l'utilisation de la cible long terme BCE seule. Voilà pour ce qui peut être sur les effets de premier ordre côté vie. Ensuite, on avait mentionné effectivement tout à l'heure, suite à une question d'une des personnes dans la salle, l'effet aussi potentiel sur les modélisations des rachats conjoncturels pour les calculs de provisions techniques Solva 2. Donc effectivement, il faut avoir en tête que de toute façon, les provisions techniques Solva 2 restent un calcul qui a une part conventionnelle. On est sur une valorisation risque neutre, on essaie de capter des valeurs d'options et garanties dans un environnement qu'on utilise traditionnellement pour valoriser des dérivés ou des produits financiers. Donc l'idée, c'est d'avoir une modélisation qui permette de capter ces options et garanties. Et effectivement, la loi des ONC s'y prête plutôt bien, à défaut de mieux. En revanche, j'attirais effectivement votre attention un peu plus tôt sur le fait de potentiellement réfléchir à la modélisation des taux attendus par les assurés et des taux benchmark qui peuvent faire référence, puisque c'est vrai que le contexte actuel met en lumière aussi des comportements qui pourraient être différents, ou des produits de référence qui peuvent être scrutés par les assurés. Bon, tout cela étant, pour terminer peut-être sur une note un peu plus positive, ça tombe bien que ces graphes soient encore à l'écran. Décidément, on s'en sera bien servi. Mais c'est vrai que toute la période de baisse des taux dont on sort, qui a été effectivement assez longue, elle s'est traduite donc évidemment par une diminution des taux de revalorisation qui ont pu être pratiqués par les acteurs sur le marché. Mais en réalité, cette diminution, elle a été plutôt plus rapide que ce qui aurait pu être le cas si on avait simplement suivi le taux de rendement de l'actif, puisque les acteurs ont très largement doté, en tout cas à l'échelle du marché, des provisions pour participation aux bénéfices, qui aujourd'hui sont à des niveaux qui sont assez importants. On est à plusieurs, nettement plus que 2 ou 3 ans de PB en équivalent à l'échelle du marché. Donc on est vraiment sur des niveaux significatifs de provisions pour participation aux bénéfices qui ont pu être accumulés au cours de ces dernières années, incités aussi par l'effet fonds excédentaire qui a été une forte incitation, on va dire, à doter de la PPB. Ce qu'il faut avoir en tête de ce point de vue-là, c'est que d'une certaine manière, avec le mécanisme des fonds excédentaires tel qu'il était prévu, l'effet de la hausse des taux a mécaniquement réduit leur valeur dans les fonds propres, donc a réduit d'une certaine manière l'intérêt des fonds excédentaires pour les assureurs. Et dans le même temps, la provision pour participation aux bénéfices, du coup, constitue un buffer qui peut être assez intéressant pour pouvoir aborder les années à venir avec un petit peu plus de sérénité, peut-être dans un contexte de hausse des taux et d'actifs qui potentiellement peuvent sous-performer, comme ça a été dit, par rapport à des produits très court terme. Donc il y a effectivement ces effets-là. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les marchés financiers, plus généralement, notamment tout ce qui est marché actions, etc., pour tout ce qui est actif, on va dire, dit de diversification, on est aujourd'hui sur des actifs qui sont plutôt en plus-value. Donc on a aussi des marges de manœuvre de ce côté-là dont disposent les assureurs. La hausse des taux et la hausse de l'inflation ne laisse pas non plus le marché
dans des difficultés particulières à notre sens. Pour autant, c'est vrai que ça permet aussi ce nouveau contexte redonne aussi de l'intérêt au fonds euro, ou en tout cas rééquilibre en partie le fonds euro par rapport aux unités de compte sur lesquelles on pouvait avoir au cours de ces dernières années côté ACPR un certain nombre, oserais-je dire, d'inquiétudes parfois sur les questions de devoir de conseil, etc. De ce point de vue-là, c'est vrai que le fonds euro peut aussi retrouver un intérêt non seulement pour les assurés, mais aussi pour les assureurs, ou en tout cas la collecte sur le fonds euro. Merci. Peut-être quelques échanges avec la salle, si vous avez des questions pour nos intervenants et pour toi, Raphaël, quand même. Parce que... C'est pas grave, je serais pas triste sinon. Merci. Pour rebondir sur la question de la formation, sur ces problématiques conjoncturelles d'inflation, est-ce que l'Institut des actuaires a prévu de plancher sur la question, notamment dans les GT provisionnement, pour rafraîchir ce qui peut se faire dans le cadre des méthodologies qu'on pourrait utiliser? Après, c'est un problème conjoncturel qu'on voit là, mais le Covid, ce n'était pas de l'inflation, c'était aussi une rupture de données. Et d'autres phénomènes de ce style se présenteront à l'avenir, sans être pessimiste. Et comment on s'arme au niveau de la profession pour répondre à ça? Oui, alors effectivement, au sein de la commission IARD, il y a un GT, un groupe de travail sur le provisionnement. Il y avait déjà des guidelines qui avaient été produites il y a plusieurs années et donc qui sont mises à jour régulièrement. Et en fonction des sujets d'actualité et puis de l'évolution des méthodes actuarielles aussi, parce que ça progresse quand même un petit peu. Donc effectivement, il y a des mises à jour régulières. Alors j'avoue que j'ai pas la date en tête. Samuel, peut-être tu sais. Alors la date, je ne l'ai pas exactement. En tout cas, je sais que l'inflation est en haut de la liste, donc ça va être la prochaine mise à jour, ça sera là-dessus. Ce sera probablement pour la journée 100%. En théorie, on essaie de le caler sur la journée 100% actuelle, 100% data. Oui, on essaye. Alors effectivement, un des objectifs des commissions d'une manière générale d'Institut et donc en l'occurrence là de la commission IRD, c'est de fournir des éléments qui peuvent aider les actuaires dans leur travail, notamment certains qui peuvent être peut-être plus isolés que d'autres suivant l'entreprise où ils travaillent, et puis sur les sujets d'actualité, et ça en fait clairement partie, oui. Moi, j'ai une question quand même alors ça va faire la transition peut-être avec la troisième partie. Hein. C'est il y a quelques années, alors il y a prescription, donc je peux le dire, mais sur des branches longues, comme les taux étaient plus élevés, les rendements financiers étaient plus élevés, on portait un peu moins d'attention à la problématique du risque technique, parce qu'on savait qu'on pouvait compenser. Les années là qu'on voit sur le graphique, c'était un peu différent, et du coup on a revigoré un peu le suivi technique de manière à être un peu plus, d'avoir des prix techniques qui reflètent vraiment le risque, de mieux anticiper, ainsi de suite, les produits financiers ne pouvant plus alimenter la machine. Si ça repart un peu à la hausse au niveau des produits financiers et des taux d'intérêt, est-ce que c'est une crainte côté ACPR qu'il y ait un petit retour aux années d'avant, ou est-ce qu'aujourd'hui finalement tout ça est bien moralisé? De manière générale, je pense que la question effectivement de la capacité de l'être humain à oublier le passé assez rapidement et à reproduire ses erreurs et peut être un sujet. Enfin, je ne pense pas que ce soit un sujet aujourd'hui qu'on est particulièrement en tête. L'enjeu étant déjà de voir ce qui va se passer sur la hausse des taux, effectivement sur la capacité des assureurs à déjà réajuster leur modèle ou leur gestion pour refléter ce nouveau contexte. Après, effectivement, on verra sur le long terme les enjeux que ça peut poser également s'il y a la persistance d'un nouveau contexte de taux haut, comme ça a pu être le cas par le passé.
Ça soulève, et puis ce sera notre troisième partie, la manière dont on va piloter sa stratégie ERM. On a des enjeux effectivement de modèles, et puis des enjeux aussi peut-être de tableaux de bord, de nouveaux indicateurs, de formation, d'emmener les collaborateurs, de regarder peut-être aussi quelle évolution intégrer dans les modèles. On a cité quelques exemples. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà commencé, donc ma question est pour Vladislav, et puis Florence et Marie-Catherine, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder ça? Est-ce qu'il y a des questionnements en interne, y compris des questionnements qui viendraient je sais pas, des conseils d'administration, de la direction générale sur le sujet inflation? En fait, ma réponse sera oui et non. Non, parce qu'en fait, une approche ERM, c'est plutôt une démarche intellectuelle en fait et de gestion des risques. Donc, on va dire identification, mesure, gestion des risques et puis monitoring. Et ça n'a pas changé. Tout simplement, il faut l'exécuter de nouveau et ne s'attendre à des résultats différents par rapport à il y a quelques années. Donc, la démarche ne change pas. C'est pour cela que ça rejoint un peu mon commentaire tout à l'heure sur qu'on est armé pour le faire. Mais je vous donne un exemple au hasard. Quand vous allez dérouler cette démarche, par exemple, aujourd'hui, on dit c'est le retour du monde d'avant à un monde un peu vanille, sauf que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a tout le stock de ce qui s'est passé pendant 15 ans. Donc ça ne peut pas être identique au monde d'avant. C'est le monde d'avant plus autre chose. Et cette autre chose, exemple au hasard, au cours des 10 dernières années, il y a eu des investissements dans des actifs peu liquides. Ces investissements dans des actifs peu liquides étaient assez logiques puisqu'on cherchait à capter la prime de liquidité dans un environnement de taux bas. Je ne dis pas que c'est nécessairement un problème aujourd'hui, mais c'est typiquement le genre de choses qu'il faut se poser. C'est que comment on va gérer ça? Est-ce que c'est nécessaire de le gérer ou pas d'ailleurs? Et pareil pour les scénarios et les outils. Un ORSA, c'est maximum 5 ans, voire certains en fort 3 ans et demi, comme nous. Pour un fonds euro, si on regarde ça, il faudrait plutôt des projections sur une dizaine d'années, parce que c'est là où on voit la dynamique, en fait. Donc ça, c'est des exemples au hasard, je ne peux pas les lister tous, mais ça veut dire que pour moi, la démarche ne change pas, mais il faut s'attendre à des résultats un peu différents, et il faudrait surtout faire attention à ne pas oublier des choses. Donc oui, il faut capter les signaux faibles des questions des conseils d'administration, que peut dire, mais tel sujet, est-ce que vous en avez pensé? Alors parfois, ce n'est pas pertinent, mais parfois, ça l'est. Et fonctionner comme ça, c'est... Voilà. Mais ce n'est pas le retour du monde d'avant. Je confirme, effectivement, le dispositif qui existe permet de fonctionner. Après, on ne va pas travailler de la même manière, donc ça va être effectivement, on va se poser les questions adéquates dans l'ORSA, on va revoir la cartographie des risques stratégiques. Je parlais tout à l'heure des indices externes de revalorisation, on va rebalayer les cartographies des portefeuilles pour s'assurer de comment exactement les choses sont rédigées avec le regard d'aujourd'hui. On va aller effectivement travailler sur les politiques de renouvellement, puisqu'on retarifie sur expérience tous les ans, et se poser la question peut-être de revaloriser davantage. Effectivement, Marie-Catherine signalait qu'on avait toujours peut-être une vision dans la tarification un petit peu basse, soit de l'inflation médicale, soit du taux d'inflation ou des revalorisations. Donc je pense que le regard va changer, mais il est toujours... en fonction soit d'un regard qui est le ratio de solvabilité, soit le résultat de l'année ou des années à venir. Et donc, il va se modifier avec la perspective actuelle, mais foncièrement, on ne change pas les outils. Normalement, s'ils sont bons, on ne va pas les changer. Un peu au biais cognitif, parce que là, on a parlé pendant 1 heure. Vous pouvez vous dire, ils sont tous convaincus que les taux ou l'inflation va rester à un niveau constant. Or, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent, y compris une baisse de l'inflation, ce qu'espère la Banque centrale européenne, voire une légère baisse des taux. Et donc, il faut aussi éclairer les décisions. Quand on les prend de façon stratégique et pas uniquement de façon tactique, en fait, en fonction d'une conjecture qui peut durer quelques mois. Donc, enfin bon, c'est l'ERM réhabilité quelque part. Donc, il y a besoin de plus de RM et pas de moins de RM, c'est évident. Ce qui va changer, c'est un peu l'output. Tous les ans, on a des
des management actions qu'on modifie ou pas. Il y a un catalogue qui est validé dans les conseils d'administration et les instances. Et ça, clairement, on est en train de travailler pour ajuster, éventuellement faire revalider d'autres règles de management qui servent aussi à modéliser les portefeuilles. Alors, côté non-vie, je pense qu'il y a quand même des changements en termes d'amplitude de l'incertitude, on va dire. On se rend compte que il y a quand même des ruptures assez importantes et il y a beaucoup de sujets qui tombent en même temps. Il y a l'évolution des comportements de la société, de la façon d'utiliser son véhicule, etc. Il y a les enjeux écologiques, il y a les enjeux climatiques, il y a les enjeux économiques avec des ruptures brutales. Il y a quelques années, il y avait des économistes connus qui disaient que les taux allaient rester stables pendant 20 ans. Donc on se rend compte que ce n'est pas vrai non plus, que ça peut changer brutalement. Donc je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur la maîtrise de cette incertitude dans la mesure du possible, mais sur son suivi. Et donc, déjà en termes de communication vis-à-vis des dirigeants et des conseils d'administration, de bien mettre en évidence qu'on a mis en place des hypothèses et puis qu'il faut... qui valent ce qu'elles valent, enfin qu'on a essayé de sécuriser et montrer comment on les a sécurisées, mais quand même mettre en évidence l'incertitude qu'il y a autour des hypothèses retenues. Et puis derrière, je pense que côté suivi du risque, il y a vraiment un travail à faire pour justement voir comment ces hypothèses ont été fixées, et puis ensuite, au fur et à mesure, comment on diverge. Alors c'est quel que soit le sujet, hein, comment on diverge de ce qu'on a dit au départ, et puis toujours effectivement la même chose. Est-ce qu'il y a des mesures de remédiation, comment on les met en place, etc. Et donc c'est ce qu'on faisait déjà, mais avec une amplitude accrue et donc des conséquences qui peuvent être plus graves que ce qu'on aurait pu observer par le passé. Donc pour moi c'est plus de vigilance et c'est un rôle important de la partie risk management avec peut-être une implication plus forte dans les sujets cœur de métier, donc aussi bien tarifs, provisionnement, etc. Pour justement mettre en place des garde-fous et puis pouvoir réagir plus vite avec une sensibilisation générale sur ces zones d'incertitude. Raphaël, peut-être un dernier mot ? Je peux ajouter un dernier mot alors effectivement sur ce qui a pu être dit par mes collègues précédemment, hein, sur le fait que la mise à jour de tout ce qui pouvait être hypothèse de calcul ou autre, les hypothèses de management action qui pouvaient être revues en cours de route, c'était évidemment important dans ce nouveau contexte. Et de manière générale sur toutes les décisions qui peuvent être prises, que ce soit en termes de décisions d'investissement qui seraient liées à ce nouveau contexte économique ou autre, ou d'évolution sur les garanties proposées aux clients, l'évolution des tarifs, etc. Le tout, sur le fait que tout devait évidemment se faire dans le respect du principe de la personne prudente et puis dans l'intérêt également aussi des assurés. Voilà. Merci. Peut-être, avant de conclure, est-ce qu'il y a une question ou deux de la salle ? C'est l'appel du café. C'est la pause après, hein, c'est ça ? C'est ça. Peut-être un mot de conclusion ? Moi, je pense que c'est une excellente opportunité pour les plus jeunes parmi vous, parce qu'on voit qu'il y a besoin de risk management, ça on le savait, mais ces sujets-là sont vraiment au cœur du business model de l'entreprise, de la création de valeur, et si pour ceux plus jeunes ou moins jeunes, qui ont fait aussi la formation ORM, c'est vraiment une excellente opportunité. Il y a plus d'opportunités par des périodes de changement qu'en période où tout se passe de manière stable. Et voilà, donc c'est aussi une opportunité. Je vais confirmer, hein, c'est une période effectivement pour observer et apprendre. Mais je crois que les années récentes se succèdent et apportent chacune leur lot d'apprentissage sur le terrain.
Oui, alors un dernier mot sur quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui vous concerne aussi, c'est tout ce qui est transfert de risque. C'est qu'à partir du moment où on a des risques avec un aléa plus fort, donc quelque part un risque plus important, c'est vrai que c'est important d'essayer de le limiter. C'est quand même comme ça qu'on sécurise les choses, sachant que c'est pas forcément évident parce que les réassureurs sont aussi soumis aux mêmes conditions que les nôtres et parfois de façon plus brutale et plus violente. Je dirais c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais cela dit, c'est un enjeu important d'essayer effectivement d'identifier toutes les pistes de réduction des risques que vous pouvez avoir dans ce nouveau contexte. Pour rebondir et continuer là-dessus, effectivement, oui, c'est sûr que la réassurance peut être un moyen de limiter cette évolution des risques. Pour autant, évidemment, ne pas tomber dans les traités qui pourraient relever de l'arbitrage réglementaire ou autre, en tout cas qui pourraient jouer vraiment sur la solvabilité. Et aussi, c'est vrai que le contexte peut être compliqué pour trouver de l'offre en termes de capacité. Faire attention, évidemment, à la qualité des réassureurs auxquels les risques peuvent être cédés. Ça peut être un sujet... Bon, je ne suis plus réassureur, donc je ne me sens pas concerné par l'arbitrage réglementaire. Non, mais notamment sur des... Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un mot, mais il a été cité. C'est celui aussi d'incertitude. Je pense que c'est important parce qu'on parle souvent de gestion des risques. Mais on est quand même en gestion de l'incertitude. Alors, du coup, c'est un peu plus compliqué. Hein. Les problématiques de volatilité, les problématiques de signaux faibles, c'est quand même une dimension. Et ce n'est pas qu'une question d'éducation, c'est aussi une question d'éveil des collaborateurs. C'est ce qui n'est pas toujours facile, en fait, d'essayer de repérer là où on est en train d'aller. Donc, je pense que demain, il ne faudra plus appeler ERM, mais ERUM. Il faudra mettre uncertainty quelque part dans le RM. Donc, il y a du potentiel dans la formation. Hein. Et je pense que dans la salle, tout le monde n'est pas formé. Hein. Merci pour l'appel, Vladislav. Hein. Il y a les bulletins de candidature juste après à la sortie pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, un grand merci à vous tous pour l'échange. J'espère que vous avez apprécié. Et puis c'est la pause et on se retrouve. Il y a combien de pauses ? Il y a une demi-heure. Si on peut se retrouver vraiment à 25 pour qu'on puisse commencer à l'heure et terminer à l'heure. Donc vous avez une demi-heure. Pas le droit de sortir et à 25, tout le monde est ici. Voilà. Merci.